pendant de très longues années. La température était très variable suivant qu'on était tout près ou à quelques mètres et cette température décroissait, je dirais, assez rapidement quand on s'éloignait du four, évidemment. Oui. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, comme dans toutes les verreries à la main, le travail s'effectuait autour d'un four circulaire, ce qu'on appelait un four à pot. C'était des fours à 12 pots. En général, il n'y en avait qu'un seul en activité, d'ailleurs, parce que ça représentait déjà une capacité importante. Et ce four, euh, les verriers étaient les premiers à se protéger des radiations, bien sûr, qui maintenaient une température. Il faut dire que dans les creusets, dans les pots, la température était de l'ordre de 1000 à 1200 degrés. Alors la gueule rayonnait forcément. Ce qui fait qu'on trouvait toutes sortes d'astuces pour masquer ce rayonnement. Il y avait d'abord ce qu'on appelait les paravanes, tant que je me souvienne, en tôle ondulée, fixe, enfin qu'on pouvait au contraire déranger selon les besoins. Il y avait sur la gueule des pots eux-mêmes ce qu'on appelait des lunes ou des demi-lunes, c'est-à-dire qui masquaient une partie de l'entrée du pot, etc. Et puis il y avait surtout une halle, ce qu'on appelait la halle de verrerie, c'est-à-dire ce grand espace avec une charpente très haute. Et cet espace était très ventilé naturellement par des tas d'ouvertures sur les côtés, et puis un appel d'air par la toiture, par des ouvertures dans la toiture. C'est un système d'ailleurs qu'on retrouvait à peu près dans toutes les verreries, bien entendu. Ce qui est important à souligner, c'est que nous avions le souci, avec le comité d'entreprise et le conseil d'administration, mais nous avions le souci de la formation du personnel. Non seulement de l'information, mais de la formation. Ce qui fait qu'avec l'aide d'un organisme parisien qui était, qui était intervenu à Fougères pour l'industrie de la chaussure, en particulier pour l'entreprise Réau, ceci à la demande de la CFTC de l'époque. Et cet organisme s'appelait on disait le CIRP, CIERP, Centre intersyndical d'études et de réalisation pour la productivité. La productivité, c'était le mot à la mode à l'époque. Il y avait un organisme officiel qui s'appelait la Ségos et qui prenait ce développement. Ce qui fait qu'avec à l'aide de cet organisme, qui avait détaché un technicien près de nous, nous avons organisé des sessions de formation. Des sessions de formation, c'est-à-dire qu'à 2 semaines d'intervalle, 4 réunions successives étaient organisées pour le personnel, sans obligation de présence, mais enfin, les gens étant fortement incités à venir et venaient effectivement. Et au cours de ces réunions d'information, on faisait vraiment le tour de tous les problèmes, et en particulier des problèmes qui se posaient dans l'immédiat, à la fois pour le service commercial, hein, la fabrication, le régime de l'entreprise, etc. Et j'ai été appelé moi-même à faire un certain nombre à donner un certain nombre de ces informations détaillées qui faisaient l'objet d'un compte-rendu distribué ensuite au personnel. Je pense que ces séances de formation ont été bénéfiques et étaient indispensables. Du fait de l'état de guerre, du régime que les Allemands, le régime économique que les Allemands avaient imposé à la France, le gouvernement de Vichy avait créé l'OCRPI, l'Office de je ne sais plus quoi, de contrôle de répartition des produits industriels. Ce qui fait que tous les produits industriels, charbon et tous les produits chimiques, étaient contingentés. Et les entreprises, quelle que soit leur nature,
sauf sans doute des industries travaillant directement pour l'armement et donc pour les Allemands, toutes les industries recevaient des attributions de charbon, des attributions de soude ou de sable enfin, de n'importe quelle matière première, même des matières premières un peu secondaires qui étaient des produits chimiques. Donc toutes les entreprises recevaient, en fait c'était le système des tickets imposé aux particuliers, mais à l'échelon industriel. Or, toutes ces attributions étaient très inférieures aux besoins d'une production normale. Ce qui fait que tout était faussé, et de temps en temps, une industrie comme la verrerie, et toutes les verreries étaient logées à la même enseigne, était obligée d'arrêter, de mettre le four en veilleuse, etc. Quoi. Et cette situation a duré assez longtemps, parce que après la guerre, bon, la pénurie a subsisté, et je me souviens avoir fait plusieurs démarches, y compris d'aller à Sarrebourg, voir la direction de la régie des mines de la Sarre, qui était à l'époque sous contrôle français, au titre des réparations, en quelque sorte. Donc j'étais allé à Sarrebourg pour essayer de décrocher des contingents de charbon supérieurs à ce qu'on nous attribuait. Tout ça a été une période très difficile. Alors ce qu'il faut dire aussi, bon, sans mettre en vedette, mais c'était l'obligation qu'il faisait, c'est que certaines attributions pendant la guerre n'ont pu être obtenues qu'en contrepartie de livraison aux Allemands de chopes à bière. Il a été fabriqué des chopes à bière, je crois que ça s'appelait la Old Glass ou quelque chose, pour cet organisme allemand, et donc qui servait à l'armée allemande et à tous les Allemands en général. Mais c'est pour dire que ça a été, malgré nous, ça a été un certain acte de collaboration, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ou alors à ce moment-là, il fallait fermer complètement et mettre tout le monde au chômage. Donc c'était un moindre mal. Surtout après tout, des chopes, c'était pas tellement efficace pour la guerre. Vous savez, pendant 30 ans, il se passe